Le code pénal et celui de la procédure pénale ont été adoptés par le Conseil national de transition la semaine dernière. Des innovations majeures saluées par les Maliens avant même leur promulgation. L'analyse de la rédaction à suivre. Focus Éducation, l'Académie d'enseignement de Bamako Rive Gauche et Karama Solidarity en synergie d'action ont offert des kits scolaires aux plus défavorisés. Ce mardi, les Américains choisissent leur 47e président de la République, une journée électorale très suivie en Afrique, continent sur lequel les enjeux de cette élection seront très impactants. Mesdames et messieurs, bonsoir. Jeudi dernier, les membres du CNT ont adopté les projets de code pénal et de procédures pénales, des innovations majeures pour améliorer le paysage juridique du pays. Djaneba Samaki. Les projets de code pénal et de procédures pénales sont un processus qui avait débuté en 2017 et qui vient de s'achever avec leur adoption ce jeudi 30 novembre par le Conseil national de transition. Une réforme très attendue par les justiciables qui permettra à la justice d'avoir une certaine célérité et de répondre de façon plus dynamique aux attentes des populations. Il y a, on va dire, un certain nombre de dispositions qui étaient attendues, notamment les dispositions en lien avec les juges des libertés, les juges de l'application des peines. Il y a de nouvelles infractions qui sont prises en compte, notamment la criminalisation de l'esclavage, de la traite humaine. Autre innovation, c'est la protection des dénonciateurs. Bon, on aurait voulu qu'il y ait une loi en ce sens. On aurait voulu que les autorités aillent vers l'adoption d'une loi spécifique à ces dénonciateurs qu'on appelle lanceurs d'alerte, mais c'est un bon début. Aucune sanction pénale n'était en vigueur jusqu'à présent contre l'homosexualité. Désormais, il existe des dispositions dans les lois qui interdisent la pratique au Mali. Parmi les autres nouveautés se trouve l'introduction du bracelet électronique pour réduire les incarcérations, l'incrimination et la répression de la trahison ou encore la répression de l'esclavage par ascendance et la suppression des cours d'assises. Dans tout cela, c'est la conscience du magistrat qui importe le plus, c'est l'intégrité du magistrat qui importe le plus et on espère que ces réformes vont faciliter cela. On espère que ces réformes vont être de nature à permettre et aux magistrats d'être dans une logique de célérité et de justice suivant les prescriptions légales et aux populations d'avoir une certaine confiance en la justice et de se voir être mis dans leurs droits à chaque fois qu'ils saisiront la justice ou à chaque fois qu'ils auront besoin d'un service émanant de la justice. Les projets de code pénal et le code de procédure pénale ont été adoptés par les membres du CNT à 132 voix pour et 1 contre. Ils doivent encore être promulgués par le président de la transition avant leur entrée en vigueur. Au lendemain de l'ouverture des classes, plus d'1 millier d'élèves de Samé en commune 3 du district de Bamako ont reçu des kits scolaires initiés par l'Académie d'enseignement de Bamako Rive Gauche et son partenaire Karama Solidarity. Cet élan de solidarité vise à soulager un tant soit peu les parents d'élèves. Soumaïla Fani. Cette année, la rentrée des classes intervient à un moment de difficultés économiques exacerbées, ce qui met à rude épreuve des milliers de parents d'élèves quant à l'achat de fournitures scolaires et du paiement des frais de collage. C'est pour leur venir en aide que l'Académie d'enseignement de Bamako Rive Gauche et son partenaire Karama Solidarity ont procédé ce mardi 5 novembre à une remise de kits scolaires à plus d'1 millier d'élèves. Nous sommes là aujourd'hui dans le cadre de la remise des kits scolaires aux élèves, aux bénéficiaires, généralement issus des ménages démunis à travers le district de Bamako et périphérie. Pour l'Académie Rive Gauche de Bamako, le partenaire a reçu 1090 kits scolaires à répartir au niveau des écoles communautaires ou des écoles publiques de la première année à la 9e année. Donc le choix est tombé sur l'école fondamentale de Samé, où nous avons plusieurs directions à l'intérieur de cet établissement, tant au niveau du premier cycle comme au niveau du second cycle.
Si Samé pour certains est l'un des quartiers de Bamako où le nombre de ménages démunis est assez accentué, ce don de kits contribuera à l'amélioration des conditions d'études de ces milliers d'enfants du dit quartier. Ça va enlever des pieds des parents d'élèves, vraiment une grosse épine. Avec la conjoncture qui sévit le pays. Et indépendamment de ça, Samé est un quartier vraiment dépourvu de beaucoup de choses. C'est un quartier dont l'effectif est très élevé. Il y a beaucoup d'enfants qui sont dans des situations difficiles, vraiment. Ça ne fait que les aider. Ça va au moins amoindrir les dépenses des parents en termes d'achat de kits pour les enfants. Parce que dans les kits, là, il y a les sacs, il y a les cahiers, il y a les bics, etc., etc. Ça va alléger leurs charges. Et en même temps, ça ne ferait qu'encourager les enfants à venir à l'école et à apprendre. Ces kits, composés de plusieurs matériels didactiques indispensables pour l'apprentissage scolaire, vont garantir une égalité de chances à ses bénéficiaires. Au Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré a annoncé ce lundi la découverte d'un réseau de malfrats au sein du ministère de l'Action humanitaire. Les premiers éléments de l'enquête ont permis, selon le capitaine Traoré, de saisir de nombreux biens, des véhicules de luxe et de procéder à des arrestations d'agents du Conseil national de secours d'urgence et de réhabilitation, suivant un extrait de sa déclaration. Je tiens à vous informer ici que malheureusement, au cours de ces derniers temps, suite donc à une dénonciation sur plainte, nous avons découvert un réseau de malfrats, malheureusement au sein du ministère même de l'Action humanitaire. Ce ministère qui était censé donc agir au profit donc des plus démunis, c'est dans ce ministère que des gens se sont permis de détourner de l'argent et des milliards en 2024. Ils ont détourné plusieurs milliards. La police a fait un excellent travail d'enquête qui nous a permis de découvrir beaucoup de biens, des véhicules de luxe, un bon nombre de choses en tout cas qui ont été saisies. Et l'affaire a été transférée donc à un tribunal. C'est pour dire que si nous ne mettons pas du sérieux dans le contrôle, il y aura toujours ce genre de personnes qui croient que tout est permis. Détourner des milliards, surtout au ministère de l'Action humanitaire dans ce contexte. Il y a des agents qu'on assure qui ont été pris dans ça, qui sont en prison actuellement, des centaines de millions détournés, des vivres qui devaient aller au profit donc des plus démunis, au profit de ces personnes déplacées internes. Et c'est dans ce ministère que des gens ont essayé de détourner cet argent. L'actualité du Faso toujours, l'ancien président de transition Paul-Henri Sandaogo Damiba ainsi que 14 officiers ont été radiés de l'armée burkinabé. Cette mesure signée par le capitaine Ibrahim Traoré datant du 30 octobre 2024 est due à des fautes graves liées à des actions jugées compromettantes pour la sécurité nationale. Les accusations incluent des actes d'intelligence avec des puissances étrangères et des groupes terroristes. Cap sur le Tchad, Mahamat Idriss Déby, élu en mai dernier après avoir assuré une transition militaire suite au décès de son père, se trouve aux abords du lac Tchad depuis le 28 octobre où il supervise personnellement l'opération Askanita. Paul Yapinguesson. Mahamat Idriss Déby a lancé une opération militaire de riposte dénommée Opération Askanit. J'ai décidé de lancer l'opération Askanit pour venger nos morts. Le président Déby a ordonné cette contre-mission pour retrouver le coupable de l'attaque qui s'était produite sur une île appelée Bakaram dans une vaste région marécageuse. Chef suprême des armées, Mahamat Idriss Déby campe au confins du lac Tchad où il supervise personnellement cette opération. Les forces de défense et de sécurité tchadiennes poursuivent les flottes aériennes et les troupes terrestres sont en alerte alors que les terroristes de Boko Haram ont choisi l'option de la cachette. Au Nigeria, des voix s'élèvent pour dénoncer une bavure des forces armées tchadiennes qui auraient tué par erreur des dizaines de pêcheurs dans la région du lac Tchad selon une information relayée par des médias. Ces accusations interviennent alors que l'armée tchadienne poursuit l'opération Askami annoncée par le président Déby en représailles à l'attaque d'une faction de Boko Haram dimanche 27 octobre contre une base militaire qui a coûté la vie à une quarantaine de militaires. Le gouvernement tchadien a démenti avoir mené des attaques sur des civils dans une opération contre Boko Haram dans le bassin du lac Tchad. Il affirme que les manœuvres militaires organisées et disciplinées veillent scrupuleusement à ne jamais viser des civils.
Au même moment, le Tchad songerait à se retirer de la force multinationale MIS, une force créée en 1994 par la Commission du bassin du lac Tchad pour combattre Boko Haram et le grand banditisme dans cette zone, regroupant le Cameroun, le Niger, le Nigeria, le Tchad et le Bénin, qui peinent à garantir une action concrète sur le terrain d'après la présidence tchadienne. N'Djamena met en cause l'inefficacité de cette coalition, alors que certains experts révèlent plutôt des dysfonctionnements du côté du Tchad. Mais pour le sociologue et enseignant-chercheur Agaziz Baroum, par ailleurs consultant au Centre d'études pour le développement et la prévention de l'extrémisme, l'inefficacité des forces armées dans cette localité s'explique par le manque de moyens. Le monde a les yeux tournés vers les États-Unis ce mardi, alors que ce pays doit élire le 47e président de son histoire. L'élection du président de la plus grande puissance économique et militaire mondiale est aussi très suivie en Afrique. Les enjeux de cette présidentielle sur le continent avec Aminata Keïta. Donald Trump ou Kamala Harris, les Américains vont trancher ce mardi 5 octobre. Ceci pourrait être une des élections les plus serrées de l'histoire des États-Unis selon beaucoup d'analystes. Hier soir encore, selon les sondages, tout pourrait se jouer à quelques dizaines de milliers de voix seulement. Mais les États-Unis, pays fédéral, ont un système de suffrage universel indirect, couronnant le candidat qui parvient à rassembler une majorité des 538 grands électeurs, soit au moins 270. La candidate démocrate à la Maison-Blanche avait placé l'Afrique au centre de son discours lors d'une visite historique sur le continent en mars 2023. Si elle souhaite vraiment marquer l'histoire, Kamala Harris devra aller au-delà des slogans et s'engager à long terme dans une relation d'égal à égal avec l'Afrique. De façon générale, Donald Trump, qui porte moins d'attention sur l'Afrique, devrait probablement être moins regardant sur certaines choses, notamment la gouvernance ou les droits de l'homme. Les investissements annoncés lors du dernier sommet États-Unis-Afrique pour accompagner le développement du continent pourraient être revus par l'administration Trump s'il revient au pouvoir. Les relations États-Unis-Afrique n'ont pas été un enjeu majeur dans cette course pour la Maison-Blanche et pour beaucoup de spécialistes, le mot Afrique était absent de cette campagne. Pour le journaliste et enseignant en géopolitique Francis Laloupo, je cite, « L'Afrique est une pièce de moindre importance dans la politique extérieure des États-Unis ». Fin de citation. La victoire de Kamala Harris serait probablement dans une logique de continuité des programmes et politiques américaines déjà en place en Afrique. Il s'agit notamment de l'AGOA, loi sur la croissance et les opportunités économiques en Afrique. Pour certains analystes, par contre, une victoire de Donald Trump redéfinirait la politique américaine en Afrique. Si Donald Trump devait remporter les élections, cela pourrait entraîner un changement dans la politique américaine envers l'Afrique. Son administration précédente était concentrée sur les relations unilatérales avec une préférence pour les accords bilatéraux plutôt que des engagements multilatéraux. Il pourrait y avoir une diminution de l'aide au développement et un accent moins prononcé sur les droits de l'homme. De plus, la priorité pourrait être mise sur les intérêts économiques américains au détriment des préoccupations africaines. Par contre, une victoire de Kamala Harris pourrait renforcer l'engagement des États-Unis envers l'Afrique en mettant l'accent sur des soutiens systémiques au développement humain et la gouvernance démocratique. Son administration pourrait être plus ouverte à des échanges culturels, multiculturels et à la collaboration sur des problématiques globales. À noter que sur les 244 millions d'électeurs, près de 80 millions d'Américains, dont Kamala Harris, ont déjà voté de façon anticipée. À l'issue de cette journée de vote très intense, les résultats provisoires sont attendus dans les heures à suivre. Et on termine avec le sport. Battu en finale du tournoi de l'UFOA au tir au but 4-5 par le Sénégal, le Mali se qualifie donc pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations U17 de football qui se jouera en 2025. Outre la qualification à la phase finale de la CAN des moins de 17 ans, qui était l'objectif recherché, le Mali a raflé toutes les distinctions individuelles. Seydou Dembélé est élu meilleur joueur du tournoi, tandis que le titre de meilleur buteur est revenu à Bakary Simpara avec 5 buts. Voilà qui referme ce 1945. Merci à vous de l'avoir suivi. Le programme continue sur la télévision qui vous allume. Bonsoir à tous.